Et donc bienvenue à ce 6e cours du séminaire Décoloniser l'inconscient. Et donc ce soir, le cours est intitulé Jacques-Alain Miller, Sheldon George, le racisme, c'est la haine de la jouissance de l'autre. Alors ce soir, donc, je vais essayer de poursuivre les réflexions que j'avais entamées la dernière fois sur les rapports qui unissent au fond l'inconscient et la politique, en me concentrant cette fois sur pas seulement l'évolution politique qui affecte les structures de l'inconscient, mais plus particulièrement en fait sur les conséquences psychiques de cette évolution de la politique, et notamment ces conséquences psychiques quand elles touchent la question de la jouissance. Parce qu'effectivement, à l'heure où aujourd'hui dans notre capitalisme, on dirait néolibéral, globalisé, ce qui au fond monte en puissance aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout la question de la jouissance, et c'est au fond ce qui un peu gouverne aujourd'hui la politique. Autrement dit, ça n'est plus, on pourrait dire, le discours du maître au sens classique qui était là pour réprimer, pour refouler, mais on pourrait dire que c'est la figure d'un néo-maître pervers qui pousse les gens à jouir, qui pousse les gens à consommer, et qui, comme effet parallèle, je dirais, provoque une sorte de fragmentation croissante de la société en des petites communautés de jouissance. Fragmentation qui elle-même engendre une forme de retour du racisme. Alors ce qu'on va essayer de définir, un certain type de racisme et de xénophobie, c'est-à-dire au fond le certain retour de la haine de l'autre en tant qu'étranger, en tant qu'il nous semble lointain et distant. Et en même temps que ce retour de la haine, ce qu'on voit aussi ressurgir, c'est des formes, au fond, de délire paranoïaque qui veulent mettre à distance cette présence de l'autre. Et donc, pour analyser, au fond, ce retour de la haine, je voudrais me servir d'abord ce soir d'une formule que le psychanalyste Jacques-Alain Miller a prononcée en 1985. Vous l'avez ici. Est-ce qu'on va pouvoir le voir? Attendez, je vais en fait mettre comme ça. Dans un séminaire qu'il a donné à Paris 8 et qui s'appelait Extimité. Et cette formule va nous permettre, comme vous allez le voir, de rentrer au cœur de ce qu'on pourrait appeler les causes obscures du racisme moderne. Et donc voilà un peu, je vais vous donner la citation qui va en fait nous servir de point d'orientation ce soir pour réfléchir sur cette question. Je vous la lis. C'est « Qu'est-ce qui fait que cet autre est autre ?» Pour qu'on puisse le haïr dans son être. Eh bien, dit Jacques-Alain Miller, c'est la haine de la jouissance de l'autre. C'est même là la forme la plus générale qu'on peut donner à ce racisme moderne, en soi, tel que nous le vérifions. C'est la haine de la façon particulière dont l'autre jouit. Fin de citation. C'est donc en partant de cette idée, au fond, finalement relativement simple, que ce qu'on déteste, qu'on hait dans l'autre, c'est d'abord la manière dont il jouit, c'est-à-dire la manière dont il se fait plaisir, dont il investit la culture et son être, pour, au fond, revisiter les débats contemporains qui ont lieu aujourd'hui autour du multiculturalisme, du communautarisme, du séparatisme, en bref, de cette montée en puissance du populisme et de la xénophobie aujourd'hui. Montée en puissance ou retour de la xénophobie que d'ailleurs Jacques Lacan avait anticipé, voire même prophétisé au moment d'une émission qui avait été enregistrée pour la télévision et qui a finalement abouti à un livre, et émission qui avait été organisée au début des années 70 et dans lequel le jeune Jacques-Alain Miller, à l'époque, avait posé la question suivante à Lacan, je vous la cite. D'où vous vient par ailleurs l'assurance de prophétiser la montée du racisme et pourquoi diable le dire? Et Jacques Lacan avait répondu à Jacques-Alain Miller, car ça ne me paraît pas drôle,
Et pourtant, c'est vrai. Dans l'égarement de notre jouissance, il n'y a que l'autre qui la situe, c'est-à-dire au fond les structures symboliques, mais c'est en tant que nous en sommes séparés. D'où des fantasmes, par rapport à cette jouissance, inédits quand on ne se mêlait pas, c'est-à-dire quand les peuples ne se rencontraient pas encore. Laisser cet autre à son mode de jouissance, c'est ce qui ne se pourrait qu'à ne pas lui imposer le nôtre de mode de jouissance, à ne pas le tenir pour un sous-développé, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas à la hauteur de la culture qu'on estime majoritaire et dominante. S'y ajoutant à cette question la précarité de notre mode à nous de jouissance, qui désormais ne se situe plus que du plus de jouir. Alors là, je vous renvoie au cours précédent, mais c'est-à-dire à l'addiction aux gadgets, à toutes les interfaces et à la consommation, qui même ne s'énonce plus autrement, cette jouissance. Comment espérer que se poursuive l'humanitairerie de commandes dont s'habillaient nos exactions? Donc là, c'est au fond un peu pour dégrader le discours de humanitaire qui semblait couvrir les exactions du colonialisme, de l'impérialisme, voire même du post-colonialisme. Dieu, à en reprendre de la force, finirait-il par exister? Ça ne présage rien de meilleur qu'un retour de son passé funeste. Alors, pour analyser le racisme, au fond, moderne, et la manière dont celui-ci se perpétue aujourd'hui, envers et contre le fait que l'esclavage a été aboli, que les lois ségrégatives aux États-Unis ont été abolies, que les théories pseudo-scientifiques sur la race ont fait long feu et ont disparu, et au moins même de manière, je dirais, symbolique, depuis 1952 et la fameuse conférence de l'ONU sur cette question, qui avait donné lieu notamment aussi à un texte de Lévi-Strauss sur cette question, et qui finissait d'enterrer l'ensemble des théories scientifiques sur la race. Donc comment rendre compte dans un contexte au fond qui a laissé derrière lui ce concept de race, ce retour du racisme aujourd'hui? Eh bien l'hypothèse que va explorer ce cours, c'est qu'il ne faut pas simplement faire appel au fond à des théories historiques, économiques, sociologiques pour comprendre ce phénomène, mais il faut aussi avoir recours à ce qu'on pourrait appeler, avec Jacques-Alain Miller, les lumières de la raison psychanalytique. C'est-à-dire, au fond, descendre dans les dessous de ce qui pilote notre haine de la jouissance de l'autre. Et donc, ce soir, pour déployer ces lumières psychanalytiques sur ces causes obscures du racisme, je vais effectivement non seulement me servir du séminaire de Jacques-Alain Miller intitulé « Extimité », mais aussi d'un livre qui a été publié en 2016 aux États-Unis d'un universitaire afro-américain nommé Sheldon George, qui a donc écrit un livre qui s'appelle Trauma and Race, A Lacanian Study of African American Racial Identity, donc le trauma et la race, une étude lacanienne de l'identité raciale afro-américaine. Car comme vous le verrez, au fond, ce livre mobilise d'une manière extrêmement pertinente les outils de la psychanalyse lacanienne pour penser le concept de race tel qu'il est utilisé par les populations afro-américaines aujourd'hui dans le cadre de politiques identitaires affirmatives. Alors, on pourrait dire qui est Sheldon George, parce que j'imagine que, bon, pas très connu, du moins en France et aux États-Unis, c'est un universitaire encore jeune et émergent. Donc Sheldon George, que vous voyez ici à l'écran, donc est un universitaire afro-américain qui a obtenu son BA, c'est-à-dire sa licence à l'université publique de New York, qui a ensuite obtenu son doctorat, son PhD à Boston College et qui aujourd'hui est professeur donc à l'université Simons à Boston. Une des choses importantes à souligner, c'est que Sheldon George, donc lui, n'est pas directement psychanalyste, ni médecin psychiatre, ni clinicien, mais il est professeur de littérature. Il faut savoir qu'aux États-Unis, généralement, la psychanalyse est majoritairement étudiée, exploitée et utilisée dans le cadre des départements de littérature. Et lui, Sheldon George, il est en particulier spécialiste
de la littérature afro-américaine et notamment de l'œuvre de Toni Morrison. Et vous verrez, je ferai allusion à une des œuvres qu'il étudie, sur lequel d'ailleurs il consacre un chapitre à une œuvre canonique de Toni Morrison qui est Beloved. Je ne sais pas, j'y reviendrai. Vous avez aussi un film qui a adapté ce roman absolument canonique sur l'esclavage. Et puis il est aussi spécialiste d'une autre grande figure de la littérature afro-américaine qui est Ralph Ellison, sur lequel aussi je reviendrai dans un dernier temps avec un grand livre qui s'appelle The Invisible Man. Et puis Sheldon George est aussi donc spécialiste de ce champ d'études qui est encore peu connu en France, mais extrêmement développé aux États-Unis, qui est donc les Critical Race Studies, donc les études critiques sur la race ou de la race. Et notamment, et là j'y reviendrai en première partie, sur le travail du père fondateur, on va dire, de ce champ d'études, qui est W.E.B. Du Bois, ou Dubois. Je prononce Du Bois parce qu'il a insisté pour qu'on le prononce comme ça. Et bien entendu, comme je vous le disais, Sheldon George est aussi un spécialiste de Lacan, qu'il mobilise de manière extrêmement pertinente, et notamment, comme vous allez le voir, il mobilise les concepts de symbolique, de réel, de jouissance et d'objet A, pour penser, au fond, ces causes obscures du racisme, et en même temps pour approcher d'une manière critique l'usage qui est fait aujourd'hui du concept de race. Alors, pour vous présenter rapidement aujourd'hui le plan du cours, je vais donc commencer dans un premier temps ce soir à revenir sur ce concept de race, non pas tel qu'il était développé du temps du colonialisme, mais sur la manière dont il a été repris d'une manière positive et active par les populations afro-américaines aux États-Unis au cours du 19e et du 20e siècle. Donc pour voir quel geste a été fait pour s'emparer de ce geste, pour en faire un outil au service de ces communautés, et en même temps pour en voir les limites à travers le travail d'un philosophe aussi afro-américain contemporain qui s'appelle Lucius Outlaw, et qui au fond revient sur le concept de race tel qu'il a été développé par W.E.B. Du Bois. Et puis dans un deuxième temps, je vous présenterai au fond non pas la critique radicale, parce qu'il embrasse un certain nombre des points obtenus par ce concept, mais la manière dont Sheldon George se propose de découvrir ce qui se cache derrière l'attachement quelque peu excessif qu'il y a à ce concept de race aux États-Unis, à l'intérieur des populations afro-américaines et aussi des populations blanches, pour y découvrir ce qu'il appelle le traumatisme de l'esclavage, et derrière ça, le traumatisme de la formation de la subjectivité en tant que telle. En fait, ce qui m'amènera à vous exposer brièvement la théorie de ce qu'on appelle l'extimité en psychanalyse, et qui permettra de comprendre en quoi chaque sujet abrite en lui-même un autre qui lui est d'abord étranger. Et puis en troisième partie, au fond, je reviendrai sur cette nouvelle définition de la race à partir du concept de traumatisme et de jouissance, pour vous expliquer au fond comment Sheldon George l'articule à travers deux autres concepts lacaniens sur lesquels je reviendrai, qui est le concept d'âme-moralité. Vous verrez qu'il faudra écrire avec un tréma sur le A, comme le mot âme, donc que la moralité sera liée à cette âme qu'on ingère comme un corps étranger au départ, et ensuite sur le concept de jalouissance, qui est un néologisme qui regroupe le terme de jouissance et celui de jalousie. Et on verra comment, au fond, dans ces causes obscures du racisme, ce qui se joue, c'est une forme de jalousie déjouissance entre elles. Ce qui m'amènera dans la quatrième partie, au fond, à explorer cette idée que aujourd'hui, ce n'est pas tant à une guerre des civilisations que nous sommes exposés, mais à une forme de montée en puissance d'une guerre des jouissances entre elles. Une guerre des jouissances qui, au fond, se démultiplie à mesure que le discours dominant qui réservait un certain type de jouissance à des groupes dominants se fragmente, et qu'en même temps, on n'a pas encore trouvé la solution pour pacifier l'ensemble de ces modes de jouissance qui ont à cohabiter entre eux. Et on arrivera donc dans une conclusion à essayer de réfléchir comment
avec les outils de la psychanalyse, on pourrait penser, au fond, quelque chose qui serait une coexistence post-race de l'ensemble de ces modes de jouissance qui nous inviteront à réfléchir à ce que c'est que d'assumer son manque et non pas vouloir le combler à travers le fantasme d'un autre qui viendrait, au fond, être l'objet qui pourrait satisfaire ce vide qu'on pourrait sentir à l'intérieur de nous. Et donc, je commence donc, par revenir en première partie sur donc, le concept de race et la manière dont il a été repensé à partir du XIXe siècle pour être mis au service des communautés qui jusque-là étaient discriminées ou les victimes de ce racisme. Car en fait, pour Sheldon George, il semblerait qu'il y ait comme une forme de contradiction fondamentale dans l'emploi et l'usage qui est fait aujourd'hui du concept de race, dans la mesure où la notion de race, à peu près tout le monde s'accorde à dire que la notion de race n'existe pas, qu'elle n'a pas de fondement biologique, qu'elle n'a pas de fondement scientifique, qu'elle n'est donc qu'une illusion, qu'un fantasme, en bref, une construction sociale. Et de l'autre, le concept de race semble effectivement repris sous une forme inversée, comme un outil critique, revendiqué par les populations mêmes que le concept avait discriminées, et dont elles se servent pour mettre en œuvre des politiques, on va dire, antidiscriminatoires, c'est-à-dire des politiques qui tentent de remédier aux différents types de discrimination qui continuent encore à peser sur les populations noires ou de couleur aujourd'hui. Et c'est vrai, comme on va le voir, que quand on lit des auteurs comme W.E.B. Du Bois, donc le fondateur de la sociologie de la race, ou, encore une fois, comme le philosophe Lucius Outlaw, on s'aperçoit que ce concept de race représente, ou occupe une place absolument centrale et cruciale dans leur raisonnement. Et qu'il est crucial pour une raison simple, c'est qu'il est, au fond, au fondement de l'identité africaine-américaine aujourd'hui, ou en tous les cas de la manière dont ce groupe a réussi à se ressaisir de son identité au XIXe siècle et au XXe siècle. Et donc, ça en fait à la fois un outil absolument incontournable et nécessaire pour penser l'identité afro-américaine, et en même temps avec quelque chose d'un petit peu étrange, puisqu'il semble l'héritier d'une conception où on ne devrait ne plus en avoir besoin. Mais bon, plutôt que d'en rester à des généralités, je vais donc là maintenant rentrer un peu plus dans le détail de comment est-ce que donc, le père fondateur des études critiques de la race, W.E.B. Du Bois, a pu penser à nouveau frais ce concept pour en faire un outil critique. Alors malheureusement ce soir je ne pourrai pas vraiment faire droit complètement à la pensée de Du Bois, qui est un penseur absolument capital, massif, dont je vous invite à aller regarder les œuvres ou à aller vous renseigner sur sa personnalité, parce que c'est quelqu'un d'absolument incroyable, hein, et dont les œuvres complètes aux États-Unis sont composées de plus de 34 volumes. Tout simplement pour vous donner quand même une petite idée de qui était ce personnage avant de vous présenter on va dire les 4 concepts fondamentaux de la pensée de Du Bois, j'aimerais faire un tout petit point sur sa vie et sa biographie, parce que je crois que sa vie va déjà vous donner une petite idée de l'ampleur, au fond, de l'importance de ce personnage. Hein. Pour commencer, il faut rappeler que donc ce Du Bois est né en 1868. Hein. Autrement dit, il est né 5 ans à peine après l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Et qu'il mourra en 1963 à l'âge de 95 ans. Et il va mourir non pas aux États-Unis mais au Ghana, dans un pays qui à l'époque est communiste. Et lui a fait le choix de quitter son pays natal pour aller vivre au Ghana, donc en Afrique, dans un pays communiste. Et tous les historiens qui se sont penchés sur sa vie le soulignent aussi, parce que c'est un fait qui est quand même extrêmement marquant. Il est mort la veille
de la marche pour les droits civiques à Washington, hein, menée par Martin Luther King, et donc la veille du jour où Martin Luther King a prononcé son fameux discours « I have a dream hein. ». Et il est mort finalement un an avant le Civil Rights Act de 1964, qui a enfin mis un terme définitif aux lois ségrégatives Jim Crow. Hein. Donc, d'un certain point de vue, vous voyez que de par l'étendue massive de sa vie, hein, 95 ans, sa vie couvre l'ensemble du combat pour les droits civiques des Afro-Américains aux États-Unis. Il naît à la fin de l'esclavage, il traverse toute l'ère Jim Crow des lois ségrégatives, il va participer à l'ensemble des mouvements civiques pour les droits civiques des Africains américains, et bien sûr, de par son œuvre intellectuelle, que je vais vous décrire maintenant, il a activement participé, au fond, à repenser la condition des Afro-Américains aux États-Unis. Et non seulement à un niveau universitaire, comme vous allez voir, mais aussi à un niveau politique et à un niveau d'activisme très concret. Donc, les deux premiers grands concepts de W.E.B. Du Bois, ça va être la ligne de couleur, dont je crois il y a eu une exposition au musée du Quai Branly il y a quelques années sur cette notion, qui avait donné lieu d'ailleurs chez W.E.B. Du Bois à un grand nombre de schémas et de cartes, et il a été un des premiers sociologues à mettre en place des outils visuels hein, pour rendre visible un certain nombre de données accumulées en sociologie. Et donc le deuxième grand concept qui va articuler cette ligne de couleur, comme vous allez voir, ça sera le concept de double conscience. Et donc le premier concept de ligne de couleur, Du Bois commencera à en avoir l'intuition dans son premier grand livre, qui est issu d'une étude qui lui a été demandée par l'Université de Pennsylvanie, qu'il a appelée pour réaliser une étude sur les Noirs de Philadelphie. Hein. Donc vous avez la couverture ici qui a été traduit, c'est un des quelques ouvrages de Du Bois qui a été traduit en français. Et donc Du Bois est appelé pour faire cette première étude sociologique sur les populations noires de Philadelphie, avec derrière l'idée que la sociologie pourrait donner des outils critiques pour remédier aux problèmes que traverse de violence, de discrimination que traverse la ville. Et ce concept de colored line, de ligne de couleur, dans lequel il va, en fond, faire la cartographie d'abord de la ligne de ségrégation qui a lieu dans cette ville, il va ensuite le développer dans un autre, certainement d'ailleurs son livre le plus connu, Les âmes du peuple noir, qui a aussi été traduit en français, pour en faire, au fond, un concept absolument central, voire même, comme il le dira, le problème fondamental du XXe siècle, hein, cette ligne de couleur. Pour autant que pour Du Bois, cette ligne de couleur, au fond, elle se maintient dans la mesure où elle présuppose une question massive pour l'ensemble du monde occidental, et que cette question, précisément, elle n'est pas posée. Ou personne n'ose la poser, en tous les cas, personne n'osait la poser à l'époque où travaillait Du Bois. Et voilà ce qu'écrit W.E.B. Du Bois donc dans Les âmes du peuple noir, dans le premier chapitre, où il dit « Entre moi et le monde se dresse perpétuellement une question non formulée. » C'est ça qui est important, une question mais qui n'est pas formulée. Certains ne la formulent pas par délicatesse, hein, d'autres parce qu'ils ne parviennent pas à la cerner avec justesse. Tous, cependant, tournent autour d'elle. Et cette question, qu'est-ce que c'est pour Du Bois, ou Du Bois? C'est, pour lui, mais qu'est-ce que ça fait qu'être noir? Qu'est-ce que ça fait qu'être racisé? Et plus profondément encore, qu'est-ce que ça fait qu'être racisé alors même qu'on vit dans un pays qui se prétend une démocratie et qui, selon les valeurs de sa constitution, prétend que tous les hommes sont nés libres et égaux en droit. Hein, et c'est donc pour, au fond, problématiser, conceptualiser cette espèce de question non posée et la situation dans laquelle elle plonge
non seulement les Afro-Américains, mais aussi les Blancs qui vivent dans ce non-dit, que Du Bois va penser ce concept de double conscience. Cette double conscience qu'il définira donc, encore une fois, dans son texte Les âmes du peuple noir, de la manière suivante. Je vous lis la citation, où il dit « C'est une sensation bizarre, cette conscience dédoublée, ce sentiment de constamment se regarder par les yeux d'un autre, de mesurer son âme à l'aune d'un monde qui vous considère comme un spectacle, avec un amusement teinté de pitié méprisante. Chacun sent constamment sa nature double, un Américain, un Noir, deux âmes, deux pensées, deux luttes irréconciliables, deux idéaux en guerre dans un seul corps noir, que seule sa force inébranlable prévient de la déchirure. Puisque toute une partie de la population est placée dans cette situation qui, à la fois, implique qu'ils devraient pouvoir avoir les mêmes droits que les autres citoyens américains, et de l'autre côté, qui les rappelle sans cesse à une condition qui ne leur assure pas ces mêmes droits. Et on verra que cette question a été absolument centrale pour l'écrivain Ralph Ellison, dont je vous parlerai ensuite. Et c'est aussi une question absolument essentielle pour W.E.B. Du Bois. Je me rends compte que je ne vous ai pas dit qu'il est donc le premier Afro-Américain à avoir obtenu son PhD, donc son doctorat de Harvard, en histoire, qu'il a été le premier Africain-Américain à aller étudier à l'université de Humboldt à Berlin, et qu'il aura été le premier à avoir un parcours académique absolument époustouflant. Donc d'un côté, il fait ce PhD à Harvard, mais de l'autre, au départ, il ne trouve pas de travail dans une université qui est au niveau de Harvard. Et toute sa vie, durant, il sera confronté comme ça à des impasses, là où normalement il aurait dû obtenir une reconnaissance qu'il avait largement méritée par son travail. Donc, voilà un petit peu le point de départ de ce concept de double conscience et cette forme de déchirure qui, au fond, amènera un grand nombre de penseurs et d'activistes afro-américains à se poser toujours la question de savoir s'il faut maintenir cette division interne et ce déchirement, ou est-ce qu'il faut choisir. Et il y aura des débats internes dans les mouvements en disant il faut s'intégrer coûte que coûte, ou alors il faut se séparer, se ségréguer coûte que coûte, ou alors il faut maintenir la tension pour l'apaiser, etc. Donc, et vous voyez là la matrice en fait de toutes les positions que vous pouvez adopter dans ce débat. Mais pour encore plus approfondir ce concept donc de double conscience, et vous verrez après de la manière dont ça aboutit sur une redéfinition du concept de race, Du Bois va développer ce concept de voile. Et donc, mais avant d'arriver à ce concept de voile, il va plutôt partir de ce concept de double conscience, donc pour proposer une nouvelle définition non biologique, non raciste, on pourrait dire, du concept de race, ou en tous les cas d'un concept de race qui puisse faire l'objet au fond puisse devenir un outil politique. Il dira au fond, sera dit racisé toute personne prise dans l'héritage social de l'esclavage. Autrement dit, et ça c'est important pour Du Bois puisqu'il sera aussi à l'origine de la pensée panafricaniste, c'est-à-dire la pensée qui considère que l'ensemble des populations africaines qui ont été disséminées sur le globe au moment de l'esclavage forment une diaspora d'un peuple au fond uni, et sous ce concept de panafricanisme, où il participera aux 4 premières grandes conférences qui essaieront de penser cette notion. Mais donc il dira que sera dit raciser toute personne donc, qui est prise dans cet héritage de l'esclavage, donc non pas simplement, il ira plus loin que donc, le panafricanisme, non pas simplement les enfants d'Afrique, à travers le concept donc, de panafricanisme, mais plus globalement
tout individu ou toute population vivant du mauvais côté de la ligne de couleur, ou toute population vivant, je dirais, dans ce déchirement intérieur, hein, dans cette double appartenance à un monde qui à la fois est censé leur donner des droits et en même temps les rejette, dans une forme de limbe que Du Bois décrira comme un voile. Hein. Voile, on va voir, qui désigne à la fois chez Du Bois donc quelque chose qui viendrait recouvrir l'expérience subjective du monde des individus racisés, et qui désigne aussi, ça c'est intéressant dans son ambivalence, dans la culture populaire afro-américaine, le voile, les enfants qui naissaient avec une partie du placenta sur la tête, et donc qui étaient considérés, pour cette raison, comme possédant un don de prophétie. Hein. Autrement dit, en fait, dans ce concept de double conscience, on voit qu'il y a effectivement une forme de discrimination qui fait vivre sous un voile et dans une dualité, et en même temps ce voile et cette dualité peut devenir pour la personne, autrement dit, une chance de surconscience, puisque ça donne accès au cœur de ce qu'il y a de discriminant dans un système symbolique donné, là où celui qui est dominant ne le voit pas, puisqu'il bénéficie d'un certain nombre de privilèges qui le rendent aveugle au fonctionnement même du système. Hein. Et c'est d'ailleurs une notion qu'on retrouvera dans le féminisme contemporain, hein, et qui dira que la femme, de par la position discriminée dans laquelle elle se trouve, peut potentiellement avoir accès au tout jeu de la mascarade féminine et de ce qu'on attend d'elle dans la société. Hein. Et donc, ce concept va à la fois être un concept descriptif d'aliénation et en même temps aussi un outil, un levier politique pour dénoncer cette aliénation et en prendre conscience. Et c'est d'ailleurs aussi très important de le noter, c'est que ce concept de double conscience et de voile, hein, c'est pas que des concepts spéculatifs, mais c'est d'abord des concepts qui s'ancrent dans une expérience subjective. Hein. Et Du Bois, d'ailleurs, le raconte aussi d'une manière, on pourrait dire, qui annonce la notion de savoir situé, hein, dès 1880 ou 1890, puisqu'il racontera au début donc les âmes du peuple noir, son expérience à lui quand il était petit, où en fait il a découvert au fond qu'il était un petit garçon vivant du mauvais côté de la ligne de couleur, là où pendant toute sa jeunesse, il était un petit garçon comme les autres, puisque personne ne lui avait fait sentir sa différence. Hein. Et donc il rappelle cet événement où il est à l'école, et en fait il joue à un jeu où il s'échange des cartes avec tous les camarades de classe, et en fait cette année-là, ou ce jour-là, une petite fille blanche vient d'arriver dans son école, et au moment où il lui tend sa carte, pour l'échanger comme tous les autres, là, non seulement elle refuse de prendre sa carte, mais elle détourne son regard d'une manière un peu condescendante. Il emploie le terme « glance », elle lui a jeté un petit regard, mais dans ce petit regard de condescendance contenait au fond tout l'écart et tout ce voile. En fait, c'est un petit rien qui disait tout, puisque toute sa vie, il se souviendra de ce petit glance à him, quoi, ce petit coup d'œil qu'elle lui a jeté en lui disant « mais attends, tu fais partie du même monde ». Et donc là, tout d'un coup, il s'est éveillé à sa double conscience. Et voilà comment il décrit ce sentiment que lui a produit cette expérience. Il dit, encore une fois dans Les âmes du peuple noir, je le cite, « Quittant alors le monde de l'homme blanc, j'ai pénétré dans le monde du voile. J'ai soulevé celui-ci pour que vous puissiez voir ses replis les plus secrets. » Hein, lui, il en a fait une expérience aussi critique ensuite. Hein. J'ai donc soulevé le voile pour voir ses replis les plus secrets, la signification de sa religion, la passion de sa douleur humaine, le combat de ses grandes âmes. Pourquoi j'insiste sur le fait qu'il revient sur la signification de sa religion
et la passion pour la douleur humaine? Eh bien parce que c'est quand même quelque chose de fondamental de se rappeler que précisément le groupe des Afro-Américains, pour se constituer comme un groupe avec une identité, qu'est-ce qui a fait office de liant pour ce groupe avant l'émergence du concept politique de race? Eh bien c'était la religion. C'est la religion d'abord qui a donné son unité et son identité au groupe des Afro-Américains. Alors d'abord massivement la religion chrétienne, et c'est vrai aussi qu'on en discutait à une autre occasion, et ça serait intéressant de creuser aussi l'usage qui a été fait de la religion musulmane pour le combat politique des Afro-Américains, et notamment la différence, on pourrait dire, entre Martin Luther King et Malcolm X, par exemple. Mais en tous les cas, c'était d'abord les outils de la religion qui étaient mobilisés pour donner une unité au groupe des Africains américains. Et notamment, on pourrait dire dans la religion, on pourrait dire les outils qui pouvaient donner du sens à cette expérience de douleur, à cette expérience de discrimination. Donc, à l'ensemble de la condition atroce qui était faite à ces populations, et avec cette forme de dolorisme, on pourrait dire, qu'on peut trouver éventuellement dans la religion chrétienne, avec ce symbole d'un Christ qui se laisse crucifier, qui se laisse clouer en croix. Et est-ce que ce peuple noir devait s'identifier ou pas à un Christ mis en croix? Et puis ensuite, avec toutes les stratégies des Negro Spirituals, du blues, etc., qui viendra, encore une fois, je dirais, donner des outils de sublimation à une population qui vivait dans des conditions symboliques absolument misérables. Mais néanmoins, je crois qu'il faut quand même souligner ce changement de paradigme qu'opère la constitution du concept de race au XIXe siècle par Du Bois, puisque c'est la première fois qu'au fond, cette identité afro-américaine se sépare de la religion pour se constituer comme un groupe politique conscient de lui-même, conscient de son histoire et conscient des enjeux, au fond, de libération que pose son statut discriminé. Et c'est d'ailleurs ce que souligne Du Bois dans son autobiographie, La pénombre de l'aube, The Dusk of Dawn, où il dira « C'est le concept de race qui a dominé toute ma vie. C'est de l'histoire de ce concept que j'ai essayé de faire le fil conducteur de ce livre. Il comportait, comme j'ai tenté de le montrer, toutes sortes de courants illogiques et de tendances irréconciliables. » Et vous verrez pourquoi je souligne ces points, tendances irréconciliables, courants illogiques. Il est peut-être faux de parler d'un concept plutôt que d'un groupe de forces, dit-il, de faits et de tendances contradictoires. Quoi qu'il en soit, j'espère avoir éclairci la signification qu'il a pour moi. Pour moi, comme je l'ai écrit, il a d'abord été l'objet d'une prise de conscience progressive, puis de l'étude et de la science, ensuite l'objet d'une enquête sur les diverses branches de ma famille, enfin, il m'a permis de réaliser le lien physique et spirituel qui m'unit à l'Afrique et à la race noire sur sa terre natale. Tout cela m'a conduit à essayer de rationaliser le concept de race et sa place dans le monde moderne. Alors, j'aimerais maintenant, pour au fond un peu finir cette première partie, essayer de voir au fond comment ce concept de race mis en place par W.E.B. Du Bois a été remobilisé aujourd'hui dans les combats plus contemporains pour lutter contre les discriminations faites au peuple africain, ou en tous les cas au peuple dit racisé ou coloré encore aujourd'hui aux États-Unis. Et notamment revenir sur la manière dont l'approche, donc ce philosophe aussi spécialiste des Critical Race Studies, Lucius Outlaw, qui, au fond, dans un article qui s'appelle Conserve Races in Defense of W.E.B. Du Bois, dit au fond que ce concept de race tel que l'a mis en place Du Bois est un cluster concept. Et cluster, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord,
ça veut dire qu'au fond, c'est un concept, encore une fois, comme le soulignait Dubois, qui est fait de tendances irréconciliables, qui est fait de courants illogiques, qui est fait d'éléments disparates et qui n'ont pas besoin d'être articulés tous entre eux pour que le concept puisse s'appliquer à une personne précise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, et c'est Sheldon George dans un entretien qui propose cet exemple, il dit qu'est-ce qu'on dit, par exemple, quand on dit que Barack Obama était le premier président noir des États-Unis. Au fond, qu'est-ce qui fait d'Obama un président noir alors même, on sait que sa mère, elle, était blanche? Alors, si on dit bien sûr que le concept de race est un concept pluriel, qui implique toutes sortes de caractéristiques qui n'ont pas besoin d'être réunies ensemble pour pouvoir, au fond, identifier, on va dire, quelqu'un ou quelque chose sous ce concept, eh bien, on dira qu'il suffit que Obama ait un seul des critères de ce concept pour qu'il puisse revendiquer, au fond, son appartenance au fond, à la population dite racisée. Et il est vrai que Obama a dans sa famille des descendants afro-américains. Donc on pourra dire qu'il est valable ou valide que la proposition Barack Obama était le premier président noir compte tenu de cette définition du concept de race. Même si, encore une fois, c'est la même chose chez W.E.B. Du Bois, qui a au fond mis en avant l'héritage, on va dire, africain dans sa descendance, alors que du côté de son père, il se rattachait à la notion hollandaise, anglaise, et qu'au fond, il avait d'abord et avant tout, on va dire, une généalogie extrêmement mixte et extrêmement composite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'au fond, faire une sélection, bien évidemment, pour aller chercher d'abord cet héritage-là, et qu'est-ce que ça veut dire, hein? Et c'est là, au fond, on va voir que Sheldon George s'interroge sur mais qu'est-ce qui fait qu'on va privilégier cet angle? Bien entendu, c'est pour aller isoler ce qu'il y a eu de discriminant, ce qu'il y a eu de violence symbolique infligée à soi et à sa famille, qu'on retient et qu'on va chercher, qu'on va extraire, hein, pour voir, au fond, qu'est-ce qui nous a été fait. Mais Sheldon George se demande aussi, finalement, s'il n'y aurait pas une forme d'attachement excessif qui vient, au fond, masquer cet héritage multiculturel ou mixte, et qui nous fait nous demander si, au fond, dans cet usage du concept de race tel qu'il est fait aujourd'hui, il n'y aurait pas, d'une manière inversée, et on pourra en discuter parce que l'argument est un petit peu contestable, ou en tous les cas, bien sûr qu'il renverse la logique de ce qu'on a appelé, hein, sous les lois ségrégatives Jim Crow, la One Drop Rule. Hein. Qu'est-ce que c'était que la One Drop Rule à l'époque des lois Jim Crow? C'était de dire que toute personne ayant un seul ancêtre ayant appartenu descendant d'Afrique ne pouvait pas être considéré comme blanc. Et inversement, pour être dit blanc, il fallait n'avoir aucune personne dans sa filiation qui pouvait, de près ou de loin, être ramenée au continent africain. Donc bien entendu, ça c'était un outil idéologique pour, au fond, non seulement faire le déni des viols systématiques qui avaient été commis sur les esclaves par les propriétaires de plantations, mais aussi, au fond, radicaliser la ségrégation et écarter tout un tas d'individus. Hein. Et avec, vous avez un film, je crois, qui est sorti sur Netflix récemment et qui rejoue cette idée que des personnes pouvaient se faire passer pour blanches alors que, dans la tête des racistes, non, elles avaient du sang noir. Hein. Et donc là, au fond, on pourrait dire que dans cet usage du concept de race, il y a un renversement au profit des discriminés de cette One Drop Rule pour en faire, encore une fois, un levier d'affirmation identitaire. Néanmoins, au fond, pour Sheldon George, il y a aussi quand même quelque chose à interroger qui serait que est-ce qu'il n'y aurait pas là aussi quand même quelque chose comme un investissement excessif à ce qui a fait traumatisme à l'intérieur de l'histoire d'une famille ou de l'histoire d'un pays? Et est-ce que ne se rejouerait pas quelque chose qui va au-delà, au fond, de l'usage politique qu'on peut faire de ce concept et qu'il faudrait pouvoir aller explorer avec les outils de la psychanalyse? Et donc, et c'est d'ailleurs, au fond, ce
ce que pense voir Sheldon George dans le roman de Toni Morrison, Beloved, qui, alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas, hein, met en scène l'histoire d'une esclave noire, et c'est un fait divers réel. Hein. Toni Morrison s'est inspiré d'une histoire vraie, qui, au fond, a refusé que son enfant devienne l'objet de la jouissance du maître, que le maître s'en empare pour le violer, pour l'exploiter, etc., et qui a préféré tuer son enfant que de le laisser à la disposition de la jouissance du maître. Et qui ensuite s'est enfui de la plantation et qui a donné naissance à une fille, Denver, et ensuite elle habite dans une maison qui s'appelle Sweet Home, et cette maison, dans Beloved, est hantée. Et elle est hantée par quoi? Elle est hantée par le souvenir, le traumatisme de l'esclavage. Et au fond, toute l'histoire de Beloved, c'est la manière dont Seth, la personnage principale qui a assassiné sa fille, au fond ne cesse de vivre dans le traumatisme du fait qu'elle a non seulement de l'esclavage, mais aussi de ce que ça lui a amené à faire. Et sa fille va revenir, et l'ensemble du roman met en scène, au fond, la manière dont Seth perd la raison à mesure qu'elle s'approche et qu'elle vit à l'intérieur de son traumatisme. Et au fond, s'approcher de son traumatisme lui procure un ravage qui va la conduire aux portes de la folie, au fond. Là où sa fille va pouvoir progressivement s'en distancer pour pouvoir retourner vers la vie et au fond assumer son héritage tout en pouvant continuer à trouver un travail et puis avoir une existence comme tout le monde. Hein. Donc, au fond, Sheldon George se sert de l'ouvrage de Toni Morrison pour nous dire qu'au fond, Toni Morrison cherche à nous mettre en garde quant à ce rapport au traumatisme de l'esclavage, à savoir qu'il faut bien entendu l'informer, bien entendu en parler, mais il ne faut pas qu'il devienne l'occasion d'un ravage ou au fond d'un investissement qui viendrait ruiner par son excès les capacités de vie, de renouvellement, de créativité et d'invention par rapport à l'avenir. Et je vous lis simplement cette citation de Beloved qui dit beaucoup de choses sur vraiment cette présence du traumatisme comme une présence réelle qui vient causer dans l'existence un attachement malsain, on pourrait dire, et tourné vers la mort à l'intérieur d'une existence. Seth dit, quand elle s'adresse à sa fille, qui la voit en fait embrasser sa robe de jeune mariée, où sa fille est là, mais maman, ça va, qu'est-ce qui se passe? Seth lui dit, je la cite, « Il y a des choses qui partent, qui passent, il y a des choses qui restent. Avant, je pensais souvent que c'était ma mémoire. Tu sais, il y a des choses qu'on oublie, d'autres qu'on n'oublie jamais. Mais ça ne se passe pas comme ça. Les lieux sont toujours là, eux. Si une maison brûle, elle disparaît. Mais l'endroit, son image, demeure. Et pas seulement dans ma mémoire, mais là, dehors, dans le monde. Ce dont je me souviens, c'est une image qui flottait, là, dehors, à l'extérieur de ma tête. Là où j'étais avant de venir ici, donc dans cette plantation, c'est un endroit réel. Il ne disparaîtra jamais, même si la ferme tout entière, chaque arbre, le moindre brin d'herbe, meurt. » Autrement dit, en fait, on va voir, ce qu'on va explorer dans la deuxième partie, c'est que pour Sheldon George, derrière le concept de race, se rejoue en sourdine un traumatisme, et un traumatisme, au fond, qui fixe à une forme d'excès morbide Seth et qui l'empêche d'avancer. Et qui en fait, au fond, pour Sheldon George, la figure d'une forme d'Antigone afro-américaine moderne, à savoir qu'elle est, par fidélité, au fond, au traumatisme, elle est prête à se faire emmurer vivante et à mourir. Hein, là où, au fond, sa fille va pouvoir se distancer de ce trauma et recommencer sa vie. Alors, essayons d'explorer un peu plus finement ce qu'entend Sheldon George par cette articulation entre concept de race. Qu'est-ce qui fait qu'on est peut-être un peu trop attaché encore à ce concept pour en faire, au fond, un usage politique vraiment émancipateur et libératoire?
Et donc, comment est-ce qu'il s'y prend pour le relier avec les outils de la psychanalyse? Alors, ouais. Si je me trompe pas, elle avait 2 enfants, non? Oui, elle a eu... Pourquoi elle n'a pas tué les 2? et parce qu'elle a accouché de l'autre après, voilà, quand elle était libre. Mais elle a accepté l'autre. Oui. Alors, donc c'est effectivement pour explorer cette question d'un attachement à une douleur passée, et voire même d'un attachement excessif à une douleur passée, que Sheldon George va s'intéresser à la psychanalyse, et à la psychanalyse lacanienne, et notamment au concept de réel chez Lacan, dans la mesure où le concept de réel chez Lacan, précisément, agit comme une cause, mais comme une cause dont la source n'est pas à trouver dans le langage ni le symbolique, mais comme une cause qui agit comme une forme de jouissance, hors sens, qui se répète. Hein, comme dans un traumatisme de guerre, comme dans un cauchemar, où vous répétez une jouissance qui vous dépasse et en même temps qui vous ravage. C'est au fond même ce qu'appelle Lacan, je crois dans l'étourdi, le trou du souffleur dans le symbolique. C'est-à-dire au fond ce qui, en dessous de la scène théâtrale dans laquelle au fond les sujets contemporains s'animent, chuchote le scénario qui gouverne en fait nos comportements et les structures sociales. Hein, pour le dire autrement, le signifiant race pour Sheldon George ne fonctionne pas seulement comme un signifiant qui pourrait représenter les sujets afro-américains à l'intérieur d'un système symbolique donné. Et là, ce serait, et je la cite maintenant, reprendre au fond la définition du concept de race chez Lacan, qui, je vous donne cette citation où il dit « Une race se constitue du mode dont se transmettent par l'ordre d'un discours les places symboliques, celle dont se perpétue la race des maîtres et pas moins des esclaves. » Autrement dit, d'abord, la race, c'est une position qu'on attribue à un groupe d'individus selon l'ordre d'un discours. Et vous verrez d'ailleurs que d'un point de vue psychanalytique, le concept de race à mettre entre guillemets peut s'appliquer tout autant aux hommes qui auraient des idées sur ce qu'est une femme et comment elle jouit, ou une femme qui aurait des idées sur comment les hommes jouissent, ou les hétérosexuels, ou les gays, ou les bi, etc. Où en fait chaque mode de jouir et la manière dont lui est assignée une place dans le symbolique pourrait constituer au fond une race. Mais au-delà de cette position qui est attribuée à l'intérieur d'un système symbolique en fonction de l'ordre d'un discours à des groupes de population, le concept de race pour Sheldon George doit aussi donc être abordé par le traumatisme et donc par quelque chose qui pourrait être appelé une quantité de jouissance. Et parce que c'est à partir de cette question de la jouissance qu'on va voir qu'en fait, les populations dominantes blanches ont pu commencer à manipuler cette question de la jouissance pour la mettre à leur profit. Et là, je cite Sheldon George, qui, dans l'introduction de son ouvrage, écrit « Le trauma et la race est une tentative pour non seulement articuler l'impact du signifiant discursif de race, la position dans un ordre symbolique, sur l'inconscient des Africains américains, mais aussi une tentative pour circonscrire un réel traumatique qui échappe et en fait structure l'agentivité des signifiants du symbolique. » Et il ajoute, je le cite encore, en rattachant ce trauma au trauma fondamental de la formation subjective. Et je vais vous expliquer bien ce que ça veut dire après. C'est-à-dire à l'élision traumatique de l'être qui se produit au départ de la subjectivité. Encore une fois, j'expliquerai tout ça après. Sheldon George, je lis l'esclavage comme marquant un jaillissement de jouissance, de telle sorte que l'esclavage en vient à signifier un moment dans le temps où le plaisir et la souffrance qui sont associés à l'être sont ouverts à toutes sortes de manipulations par les Blancs américains. Et ce qui permet une telle manipulation, c'est le concept de race lui-même, pour autant qu'il est constitué
par l'esclavage comme un appareil de jouissance que les Africains américains d'aujourd'hui ont encore du mal à contrôler. Alors je vais essayer de déplier tout ce qui est contenu dans ces deux citations après. Et donc pour ça, en fait, je vais... oui, voilà, pardon, c'était la citation qui était ici. Je vais donc là maintenant revenir un peu à des éléments de base de la théorie psychanalytique lacanienne pour essayer de vous expliquer pourquoi on peut articuler le concept de race à celui d'un traumatisme non seulement lié à l'esclavage, mais à un traumatisme plus profond qui est lié à la constitution de la subjectivité. Et où au fond, comment l'esclavage a été utilisé par les populations blanches pour venir remédier pour eux au traumatisme de la formation de la subjectivité en tant que telle. Entre guillemets, au grand jeu de la formation subjective ou qui se produit par un manque, les populations dominantes ont tenté de gagner en assignant une place manquante à des populations subalternisées, on pourrait dire. Mais, alors, donc, pour commencer, je vais donc essayer de vous expliquer comment s'articule la formation du sujet en psychanalyse. Parce que la formation du sujet en psychanalyse, au départ, n'est pas à trouver dans une intériorité qui serait donnée au départ. Hein. Mais c'est quelque chose qui vient de l'extérieur et d'une extériorité radicale. Hein. Car le sujet, au départ, reçoit au fond son identité en héritage. Hein. Pour autant qu'il le reçoit d'abord du couple ou des parents qu'il a reçus, qui vont l'élever, qui vont l'introduire à un monde symbolique dans lequel ils vivent. Hein. Et entre guillemets, donc, on pourrait dire que c'est ce que Jacques-Alain Miller appelle, dans son séminaire Extimité, le paradoxe de l'autre intérieur. Au fond, on fait place en soi à un autre intérieur, et c'est cet autre intérieur qui va devenir nous, voire même ce que nous avons de plus intime en nous-mêmes. Hein. Et ce paradoxe, c'est aussi que donc cet autre, à ce titre, comporte une fracture de l'identité personnelle ou intime, puisque au fond, ce qui est vous, ce qui est votre intimité, c'est d'abord cet autre qui vous est donné de l'extérieur. Et si vous vous rappelez le concept de double conscience chez Du Bois, on voit très bien que cet autre intérieur qui fait votre intimité peut vous être extrêmement étranger, hein, ou peut créer en vous-même une division, une fracture, hein, qu'il n'est pas forcément en harmonie avec vos besoins, vos tendances, vos demandes, vos pulsions, etc. Et c'est donc pourquoi Lacan va utiliser un néologisme qu'il va appeler ex-time pour marquer cette situation, qu'au fond, votre intimité est d'abord le fruit d'une extériorité. Donc c'est ex-time, effectivement c'est bien en vous, c'est bien le plus intime de vous, mais il ne faut jamais oublier que c'est venu de l'extérieur. Sans quoi, vous allez naturaliser votre identité et faire le jeu, pour le coup, du racisme classique, de dire il y a des choses qui sont données naturellement, des identités qui sont données naturellement, là où précisément le plus intime de chacun lui est ex-time. Hein. Et c'est, est-ce que je peux le... Non. Ah. Oh, ça ne va pas marcher là. Bon, c'est pas grave. Et c'est pour en fait illustrer cette présence de l'extérieur à l'intérieur comme le plus intime que Lacan, si vous êtes un peu penché sur son travail, a emprunté beaucoup à la topologie en mathématiques et notamment à toutes les figures qui, au fond, font communiquer l'extérieur et l'intérieur. Hein. Vous avez la figure la plus classique, c'est le nœud de Moebius. Vous avez l'intérieur qui devient l'extérieur qui devient l'intérieur. Vous prenez un cercle que vous tordez et ça donne ça. Et ici, normalement, il y avait une petite animation, mais vous voyez que ça, c'est la bouteille de Klein. Et en fait, d'une manière continue, on passe du creux intérieur à l'extériorité, à l'intérieur, etc. Et donc, à travers un glissement topologique, on peut voir qu'il y a des formes en mathématiques qui donnent à voir
ce mouvement de constitution de l'intimité à partir de l'extérieur. Il y a des petites animations intéressantes sur Internet qui vous illustrent ça très bien. Mais le plus important dans cette histoire d'extimité, c'est que... Est-ce que c'est possible de développer un peu plus? Peut-être à la fin, parce que... Ouais. Mais vous verrez que ce qu'il y a d'absolument essentiel avec cette extimité comme venue de l'extérieur à l'intérieur de soi, c'est que pour accepter cet autre en soi, il faut lui sacrifier quelque chose. Il faut payer de sa personne, il faut, on pourrait dire, lui sacrifier un petit bout de soi. Et en même temps, on ne lui sacrifie pas des biens matériels, etc., mais on va lui sacrifier précisément un bout de sa jouissance. Et c'est cette part de jouissance sacrifiée à l'autre, au sens où, pour être accepté dans un système symbolique, vous devez accepter de vous plier à ses règles et donc de demander certaines choses, de ne pas demander d'autres, de vous comporter de telle ou telle manière, etc. Vous payez le prix de la jouissance pour être accepté dans un système symbolique donné. Et c'est cette part de jouissance sacrifiée à l'autre que Lacan appelle objet petit a. Même si cet objet petit a, encore une fois, il est au fond pas simplement de l'ordre, on va dire, des structures sociales, il est vraiment quelque chose de l'ordre du corps pulsionnel, de sa jouissance. Donc il n'est même pas dans l'autre symbolique, c'est même une extimité du système social lui-même, entre guillemets. C'est quelque chose que le système social veut réguler, mais qui n'est pas de la même nature que lui. On touche là vraiment au corps pulsionnel. On ne touche pas simplement à l'identité narrative ou à la manière dont on se raconte, dont on se comporte, mais vraiment à cette consistance pulsionnelle du corps. En ce sens, et là c'est intéressant parce que c'est ça que Sheldon George veut articuler pour penser le problème de la race et du racisme, c'est qu'il y a, on pourrait dire, deux extimités. Il y a l'autre en vous qui est de l'ordre de l'autre symbolique. Et ça, c'était la première définition de l'inconscient chez Lacan. L'inconscient, c'est le discours de l'autre. Et ici, on retombe sur la définition de la race comme position dans un discours symbolique en tant qu'il vous est donné par l'ordre du discours. Donc, vous êtes les produits d'un système social qui vous met à tel ou tel endroit. Mais en plus de cette position, vous avez une autre extimité qui est celle de votre jouissance. Qu'est-ce que vous avez sacrifié à l'autre comme part de votre jouissance? Et ça, et donc c'est au fond de cette articulation des deux. Qu'est-ce qu'on sacrifie comme jouissance et quelle place symbolique on a à l'intérieur de l'autre qui au fond va articuler les deux niveaux de ce qui se joue dans la race et le racisme. C'est-à-dire les discriminations sociales, ça c'est du côté de l'autre symbolique, mais ensuite la haine de la jouissance de l'autre, ça c'est l'extimité de la jouissance. Et les deux sont articulés. Et pour vraiment penser ce qui se joue dans le racisme moderne, il faut absolument arriver à articuler les deux. Et généralement dans les études sur la race, on se concentre sur le premier niveau, c'est-à-dire les discriminations économiques, les discriminations sociales, mais on a du mal à conceptualiser ces causes obscures qui sont derrière cette part de jouissance sacrifiée. Parce qu'on va voir qu'en fait, ce qui organise le racisme, on va dire des places symboliques, c'est cette guerre pour la jouissance. Voilà. Parce que justement, nous dit Jacques-Alain Millière, il y a une fonction leurrante de l'extime. Pourquoi il y a une fonction leurrante de l'extime? Eh bien, parce que l'extime, au fond, va créer une vacuole, un trou à l'intérieur de vous, un moins que vous avez sacrifié pour participer au système symbolique. Et ce moins, ce trou, il va vouloir être rempli par un objet de jouissance. Pour précisément obtenir cette satisfaction, c'est-à-dire que vous avez payé votre droit d'entrée dans le système symbolique, vous avez eu un moins de jouissance, vous allez vouloir la récupérer. Et c'est cette manière de venir boucher le trou qui a été formé par le symbolique,
au fond, dans lequel on retrouve tous les discours, soit religieux, soit politiques, qui vont tenter de venir donner un objet à cette chose vide, à ce manque à l'intérieur de vous. Hein. Et c'est, on pourrait dire, ce qu'on va voir plus en détail dans la troisième partie, mais on pourrait dire que c'est précisément un déni du manque ou un désir de boucher le trou qui pourrait rendre compte de l'histoire de l'esclavage, de l'histoire de la domination, de l'histoire de l'impérialisme, en tant que c'est une organisation sociale et symbolique pour assurer à certaines populations le fait qu'elles retrouvent leur investissement de jouissance après coup. Hein, et sur le dos de populations esclavagisées, et dans lequel on va leur dénier toute possibilité de se donner la satisfaction de cet objet. Même si vous verrez que d'un point de vue lacanien, tout le monde manque et il n'y a de satisfaction que fantasmatique. Et on verra que précisément, c'est ce système symbolique blanc qui va organiser le fantasme d'une satisfaction possible du manque à travers le fantasme de l'autre racisé. Ok. Pour vous illustrer un peu cette idée, je voudrais vous rappeler rapidement un fait divers qui a eu lieu en Floride en 2012 et auquel fait référence Sheldon George en introduction de son ouvrage, pour voir au fond comment se joue cette espèce de rapport entre les jouissances et des places symboliques, voilà, ce deux niveaux d'articulation du concept de race. Alors, c'est un fait divers, en fait, donc, qui s'est passé en Floride en 2012, le 23 novembre, et qui a mis aux prises ce jeune homme, ce jeune Afro-Américain de 17 ans, Jordan Davis, qui a été brutalement assassiné de 10 balles de revolver par un homme blanc de 47 ans, Michael Dunn. Et au fond, Sheldon George, face à ce fait divers, se dit, mais... Parce que vous verrez qu'en fait, Jordan Davis n'a quasiment rien fait. En fait, il n'a rien fait. Mais il se dit, mais pourquoi... Ok, c'est un crime raciste, mais pourquoi un tel déchaînement de violence, vous allez voir, comparé au rien, en fait, qui a suscité ce geste. Et au fond, quelle est cette démesure, quel est cet excès de haine qui est généré à un endroit et qui va conduire un homme de 47 ans à ouvrir 10 fois le feu sur un jeune homme. Hein. Alors, donc pour que vous puissiez... Et voilà la photo de Michael Dunn lors de son procès. Donc, pour vous décrire la situation, c'est donc... Michael Dunn, lui, il est tard dans la nuit, il revient il rentre chez lui après avoir célébré le mariage de son fils. On pourrait penser qu'il est content. Et là, il s'arrête dans une station-service pour faire le plein. Et la station-service est assez étroite. Et dans cette station-service, il y a un SUV, hein, donc une voiture, dans laquelle Jordan Davis, avec deux autres amis à lui, est garé. Et ils écoutent du rap. À fort volume. Ok. Et donc, Michael Dunn, lui, se sent agacé de pourquoi ils font du bruit. Moi, j'ai pas la place d'aller faire mon plein, etc. Il leur demande de baisser le volume. Ce que font les jeunes. Mais ça ne suffit pas à calmer, Michael Dunn. Et en fait, il commence à se sentir envahi, à se sentir tellement agacé par cette présence. Et il va voir à un moment donné Jordan Davis se pencher dans sa boîte à gants. Il va croire qu'il saisit son pistolet. Et c'est ce qu'il dira en tout cas au procès. Et comme autodéfense, il ouvrira 10 fois le feu sur ce jeune homme. Mais en fait, ce que va nous expliquer Sheldon George, c'est que précisément, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que Michael Dunn, au fond, était, on pourrait dire, un Américain blanc habitué à être dans une position dominante où c'est à lui d'avoir le droit de jouir et de prendre plaisir. Et là, il se retrouve dans une position où lui, il a droit à rien et il voit un autre qui était censé être celui sur lequel il pouvait s'appuyer pour prendre son plaisir, prendre du plaisir à sa place.
et donc avoir la jouissance là où lui ne l'a pas. Et il dira d'ailleurs, dans La haine de la jouissance de l'autre, que Jordan Davis écoutait du rap crap, c'est-à-dire du rap de merde, hein, voilà, donc il n'aimait pas sa musique. Et au fond, ce qui se passe, c'est que il a l'impression que c'est lui qui a droit à l'objet, là où lui-même en est dépourvu ou en est privé. Et qu'en plus, il vient d'une population qui, historiquement, était habituée à être en position d'être celle qui a le droit de jouir de l'objet. Donc en fait, sa haine et je veux dire, le décalage, l'excès lié à ce geste devient lisible à partir du moment où simplement on ne le réduit pas à des discriminations, etc. Parce que là, c'est obscur, l'intensité de son geste. Mais si on le branche sur une explication liée à la jouissance, on commence à comprendre que sa haine, elle a été développée précisément parce qu'il ne supportait pas l'idée que un Africain américain puisse avoir toute la jouissance où lui n'en a aucune. Et en plus, comme on va le voir après dans la partie suivante, c'est que ce qu'il dénie aussi, ce qui lui fait horreur, c'est que c'est certainement qu'il aimerait avoir ce type de jouissance qu'a Jordan Davis, mais que pouvoir accepter qu'il s'identifie à un autre, comme Jordan Davis, lui est insupportable. Et parce qu'on le verra que dans la haine de la jouissance de l'autre, c'est d'abord une haine de soi qui se joue, en tant que ce qu'on déteste dans l'autre, c'est la jouissance dont on se prive soi aussi. Hein, ce qui liera tout ça à la jalousie. Voilà. Alors attendez. Donc là, vous avez effectivement l'impact de toutes les balles qu'a tiré Michael Dunn sur la voiture de ce pauvre Jordan Davis. Alors, donc essayons de déplier maintenant vraiment cette logique du racisme et ce qu'elle met en jeu en termes de jouissance. Hein. Et donc, essayons de voir qu'est-ce qui se joue au niveau de la pulsion, de la jouissance et de ce que Lacan a appelé cet objet A qu'on prend en soi en tant qu'on a payé, qu'on a sacrifié un petit bout de sa jouissance. Hein. Parce qu'au fond, nous dit Lacan, qu'est-ce qu'on aime chez quelqu'un d'autre au départ? Eh bien, ce qu'on aime chez quelqu'un d'autre au départ, c'est d'abord ce qui est semblable à soi-même. C'est-à-dire ce qu'on aime d'abord dans l'autre, c'est précisément qu'il va jouir comme soi, ou qu'il aura en tous les cas mangé le même type d'autre, qu'il aura donc le même type de culture, le même type d'usage, le même type de jouissance. Et ce qu'on déteste réciproquement le plus dans l'autre, c'est quand il ne jouit pas comme nous. Hein, et on l'a tous expérimenté quand on arrive dans un immeuble et si on fait un peu trop de bruit, très vite les voisins nous détestent. Si vous sortez vos bouteilles à telle heure, qu'ils ont l'habitude que ça soit à telle autre heure, eh ben ça va pas. Et puis si vous écoutez tel type de musique mais qu'ils aiment telle autre, eh ben ça va pas. Hein, on peut, on va dire, étendre ce concept à beaucoup de choses et on s'aperçoit très vite qu'il est extrêmement concret. C'est ce que Lacan finit par résumer avec une phrase où il dit « l'âme, âme, l'âme ». Hein. Pourquoi? Parce que notre âme, au fond, c'est l'extimité qu'on a mangée en soi. Et ce qu'est l'âme, cette âme, c'est une autre âme. C'est-à-dire que le fait qu'elle voit que dans un autre, ça marche, c'est à peu près la même chose. Il y a une forme de, on pourrait dire, de complémentarité des jouissances. C'est ce que Lacan va renommer l'âme-moralité. Hein, c'est-à-dire qu'avec l'accent circonflexe, c'est-à-dire qu'ici, la seule moralité qui existe, c'est celle qui est liée à l'appréciation de l'âme, c'est-à-dire des valeurs et du mode de jouir qu'a approprié un autre. Hein. Et au fond, on a d'empathie et on a on va dire, de rapport moral à un autre que dans la mesure où il a la même âme que nous, ou qu'on considère qu'il a la même âme que nous. Hein. D'où l'âme-moralité, et en même temps qu'on pourrait aussi réécrire avec un tiret, parce que c'est pas si moral que ça de n'aimer que les autres qui jouissent comme nous. Hein. Et pourtant, c'est ce qui fonde l'idée d'empathie, de reconnaissance de l'autre, etc. Hein. C'est pas forcément une règle absolue, n'est-ce pas? Non, On peut non. aimer chez quelqu'un ce qui est contraire à nous.
Oui, 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 bien entendu qu'on n'est quand même pas totalement enfermé dans ce fantasme et qu'on peut percer un peu au-delà, mais qu'une des conditions de base de la subjectivité au départ est donnée dans cette limite. Hein. La majorité, c'est ça. Voilà, voilà. Et donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'à partir du moment, finalement, où on abandonne, hein, où il n'est plus question de race comme concept biologique, qu'il n'est plus question de race comme construction idéologique, mais qu'on aborde la question de la race à partir de cette question de la jouissance, on voit tout de suite que ce sur quoi on débouche, c'est sur une construction fantasmatique, hein, venant organiser quoi? L'âme d'une communauté et l'âme moralité de son mode de jouir, on pourrait dire. Hein. Et c'est intéressant parce que pour Sheldon George, c'est là aussi où le racisme rejoint la logique de l'amour, hein, puisque finalement l'amour, de la même manière, qu'est-ce qui fonde le rapport amoureux entre deux personnes au départ? Eh bien, c'est ce que nous explique Lacan dans son séminaire encore dans le chapitre intitulé justement Une lettre d'amour. Hein, eh bien, c'est le fait que finalement deux personnes se complémentarisent dans leur mode de jouir pour un temps donné. Hein, c'est-à-dire que les deux vont venir boucher le trou du manque à l'intérieur de l'autre. Et qu'est-ce qui fait d'ailleurs aussi qu'un couple se brouille et se sépare? C'est précisément le moment où l'un et l'autre n'arrivent plus à boucher le trou de l'autre. Enfin, en tous les cas, après, il y a des types de couples, bien sûr, qui ne sont pas pris dans une logique fantasmatique de la sorte, mais ce que Lacan a appelé le mouvement d'énamoration, hein, ou en tous les cas où l'amour est toujours pris dans la haine, en tant que si ce qui fait couple, c'est la complémentarité des jouissances, c'est-à-dire que chacun des deux vient boucher le trou de l'autre, il est fort à parier, comme sur l'image, qu'en miroir se joue une relation d'amour et de haine, puisqu'on aime l'autre dans la mesure où il s'offre à nous comme l'objet, où il nous donne accès à l'objet qui nous procure satisfaction, et puis aussi brutalement on le déteste à partir du moment où il devient un obstacle, hein, à atteindre l'objet, et où de ce point de vue-là, tout d'un coup, plus on l'a aimé, plus on le déteste, hein, plus on le hait, parce que tout d'un coup, il est cet objet qui nous empêche, au fond, d'obtenir satisfaction et de venir boucher le trou. Et donc, c'est là où, en fait, se rejoint la logique de ce qu'on pourrait appeler le racisme et ce que Lacan a appelé cette jalouissance, hein, de jalousie et de jouissance. Puisque on pourrait dire que, pour Sheldon George, hein, le racisme se doit d'être analysé d'une manière similaire à la mécanique de l'amour, c'est-à-dire à partir de l'idée que quoi? Que l'autre racisé est celui dont j'ai besoin pour me sentir enfin plein. Mais ça, c'est la même logique avec, je dirais, le machisme et le sexisme, hein, où le macho a besoin de fétichiser ou de réifier la femme pour se sentir enfin plein. Hein, où on peut trouver toutes sortes comme ça d'exemples qui font que cette logique-là de trouver un autre qu'on réduit dans son existence pour pouvoir se sentir plein. Hein. Autrement dit, pour George, l'idée de race, hein, encore une fois, l'idée d'autre racisé, se doit d'abord d'être comprise comme ce qu'une communauté de jouissance fabrique pour venir combler son propre vide, et donc pour venir se donner un sentiment de complétude en s'assurant un accès privilégié à l'objet. Hein. C'est exactement donc ce que Lacan, encore une fois, définira comme jalouissance, et qu'il, au fond, définira à partir d'une référence à Saint-Augustin, c'est pour ça que j'ai mis cette image ici, et à ce que Saint-Augustin appelle l'invidia. Et c'est un sentiment que reprendra aussi Lacan dès 1938 dans ses complexes familiaux, quand il pensera le complexe d'intrusion. Tout ça pour vous dire que ce problème du racisme, au fond, a des racines très profondes dans l'être humain, et qu'au fond, tout petit homme naît d'abord avec des pulsions potentiellement racistes, en tant que, là, l'exemple que cite Saint-Augustin, c'est l'exemple d'un petit qui regarde, enfin, qui est déjà, il ne sait même pas parler qu'il est déjà jaloux de son frère qui est en train de téter le sein de sa mère.
hein. Voilà la citation de saint Augustin. Saint Augustin dit « J'ai vu de mes yeux et bien observé un tout petit, en proie à la jalousie. Il ne parlait pas encore, et il ne pouvait sans pâlir arrêter son regard au spectacle amer de son frère de lait. » Fin de citation. Hein. Et c'est donc en fait à la racine de la subjectivité, on pourrait dire, que ce combat pour obtenir l'objet qui va combler le manque. Ici, l'objet essentiel, c'est le sein de la mère qui apporte la nourriture, qui apporte la chaleur et qui vient remplir le besoin de l'enfant. Eh bien, l'enfant, immédiatement, est en rivalité avec le frère, hein, et il éprouve immédiatement des sentiments de haine, mais on le voit chez les tout-petits aussi, ça c'est à moi, et il faut l'éduquer pour dire non, il faut prêter tes choses, il faut prêter tes objets, etc. Mais parce que ce sein de la mère, au départ, pour l'enfant, ça fait partie de lui-même. Hein. Ce qui est bon pour lui est lui. Et il va falloir apprendre justement l'autre, le dehors, à partir de là. Et si d'ailleurs on fait retour, on pourrait dire, à partir de ce concept d'envie, de jalouissance, au cas de Michael Dunn, hein, et aux faits divers dont je vous ai parlé, on pourrait dire qu'au fond, dans le racisme, ce qui est désavoué par rapport au cas du petit enfant, au fond, on va dire qu'il lui, il est clairement identifié à son petit frère qui obtient le sein de la mère. Ce qui est désavoué, c'est la manière dont le raciste s'identifie à la jouissance de l'autre. Hein. Et ce qui est mis en avant pour pallier cette chose qui est inavouable pour Michael Dunn, par exemple, c'est la haine que suscite en lui cette jouissance. Donc plutôt que d'assumer qu'il en a envie, il va plutôt dire qu'il la déteste, hein, qu'il a envie de le frapper. Et c'est même, dirais-je, dans la mesure exacte où le raciste refuse d'assumer sa jalousie, sa jalouissance, et donc l'identification qui l'unit à l'autre qu'il jalouse, que le raciste racise l'autre. Hein, autrement dit, qu'il donne à sa jalouissance une cause biologique, culturelle, qui lui permet de ne pas avoir à affronter la cause réelle de sa jalousie, qui est qu'il aurait bien envie de jouir comme l'autre. Donc dans le cas de Michael Dunn, il est bien clair que c'est dans la mesure exacte où Davis prend du plaisir et donc possède l'objet qui le rend complet, que Dunn, lui, sans qu'il ne le possède pas, et qui l'en vient à ressentir de la haine, de la jalouissance. Hein. Voilà. Attendez, ce n'est pas là. Et donc, hein, c'est cette jalouissance ou invidia, on pourrait dire, qui est à la racine, à la base de la réaction excessive, hein, de Michael Dunn. Et c'est ce qui donc se tient aussi au cœur, je dirais, du racisme, c'est cette compétition inavouable ou inavouée par le raciste lui-même pour l'obtention de l'objet A. Et c'est d'ailleurs ce qu'on peut voir dans un phénomène qui a été très populaire au XIXe siècle aux États-Unis, hein, cette jalouissance de la jouissance de l'autre tout en la désavouant, qui a mis en scène en fait le phénomène des ménestrels, hein, the minstrel, aux États-Unis, qui était en fait un phénomène de spectacle mettant en scène par des blancs qui se maquillaient, des musiciens noirs, qui à la fois avaient l'air très bêtes, ignorants, et en même temps toujours très joyeux, très doués pour la musique, hein, donc complètement raciste. Hein. Oula. Et ces spectacles, étonnamment, ont obtenu un immense succès aux États-Unis. Et c'est notamment le phénomène qu'a donc étudié Eric Lott dans son livre Love and Theft, donc le vol, ici le vol de quoi? De la jouissance de l'autre. Et au fond, qui consistait donc à mettre en scène le concept de race noire sur un mode parodique. Hein. Et qui, au fond, comme on va le voir, met en compétition, parce que ce qu'on va voir, c'est que ce phénomène-là a été mis en scène par les populations irlandaises qui arrivaient aux États-Unis à l'époque. Alors vous savez que les populations irlandaises qui sont arrivées aux États-Unis, suite à la grande famine d'Irlande, qui a duré plus de 5 ans ou 6 ans, hein, et qui a amené à la mort d'un nombre considérable d'Irlandais,
eh bien, ces Irlandais étaient considérés non pas comme des Blancs quand ils arrivaient aux États-Unis, mais eux-mêmes comme des Noirs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils arrivaient ils étaient extrêmement pauvres, et donc toute une littérature et une imagerie ont commencé à les montrer au fond comme... Et il y avait des choses extrêmement humiliantes, ou en tous les cas, qui voulaient les voir comme ce qu'ils appelaient des smoked Irish. C'était plutôt que... il disait que finalement les Noirs à l'époque étaient comme des smoked Irishmen, donc des Irlandais passés au barbecue, vous imaginez, où il y avait aussi des Irlandais qui étaient représentés avec des espèces de la toque du pape, avec des dents de crocodile, parce qu'en fait ils arrivaient, ils étaient catholiques et en même temps affamés, et il fallait donc les nourrir, en même temps ils n'avaient pas de formation, etc. Donc grosso modo c'était une population qui n'était pas du tout acceptée. Et même il disait que c'était pour obtenir, il disait qu'il suffisait de faire passer à l'extérieur l'intérieur d'un Irlandais pour obtenir un noir. Ça c'était encore aussi d'autres choses. Autrement dit, là ce qu'on voit, c'est que la différence entre les races déjà à l'époque ne se jouait pas au niveau de la couleur, hein, mais que c'était d'abord un marqueur de niveau social et ensuite un type de jouissance. Puisque finalement ces Irlandais, ils étaient associés et en même temps eux-mêmes étaient envieux du mode de jouissance, on va dire, des populations afro-américaines. Alors pourquoi ? En fait, Lott, la thèse de Lott, c'est de dire que ce phénomène des ménestrels a été un effort de la part des Irlandais pour se séparer des Noirs. Pourquoi ? Parce que les shows leur permettaient à la fois de mettre en scène le cœur même de la jouissance des populations afro-américaines, à savoir, comme on va le voir, les objets partiels, ce qu'appelle Lacan les objets partiels, venant structurer leur rapport à la jouissance. Alors, c'est quoi les objets partiels chez Lacan ? On retrouve ça dans son séminaire 11, les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse. Eh bien, d'abord, c'est l'objet oral, lié à la jouissance de la bouche. Là, vous voyez très bien qu'en fait, la bouche est mise en avant. Et puis, il y avait l'objet voix. Donc là, c'est le chant, et c'est aussi lié à l'oreille. Puis, il y a l'objet scopique, lié au regard. Là, vous voyez aussi que le regard est souligné. Et puis, il y a aussi l'objet... et l'objet anal, hein, qui est lié à l'anus. Et donc, vis-à-vis de ces objets partiels, ce qui était intéressant de constater, c'est la manière dont chacun d'eux, au fond, vient donner à la race, on pourrait dire, une certaine visibilité. Donc là, effectivement, pour rejouer la jouissance de la population afro-américaine, qu'est-ce qu'on met en avant ? Tous ces traits démesurés pour montrer là où eux ont accès à la jouissance. Et c'est intéressant aussi de souligner que dans l'exemple de Michael Dunn, ce qui était insupportable pour lui, c'est qu'il ne pouvait pas se boucher les oreilles. Donc quelque part, la jouissance de l'autre envahissait son espace mental. Ces objets partiels sont constitués par tous les trous de notre corps par lesquels la jouissance rentre en nous. Par les yeux, par la bouche, par l'anus, par les oreilles. C'est par là que la jouissance vient au corps, on pourrait dire. Ça n'a rien à voir avec les sens, la peau. Si. Parce qu'il traite pour la peau, alors le toucher. Le toucher aussi, effectivement. Oui, ça allait. Mais c'est encore plus. Mais bien sûr que là, on pourrait dire que la bouche, c'est les 5 sens aussi que j'ai évoqués, absolument. Et donc, il dit que finalement, pourquoi est-ce que les ménestrels se peignent sur le visage des lèvres énormes ? Eh bien, c'est pour signifier l'excès de jouissance orale lié à la morphologie du corps noir pour lui. Excès de plaisir entrant dans le corps noir, qu'ils jalouissent, dont ils ont la jalousie, et que l'on retrouve également dans la manière dont les Noirs sont souvent représentés, en train de manger trop de choses, etc. Enfin, dans les caricatures autour de ces personnages. Et c'est d'ailleurs aussi ce que souligne Sheldon George, c'est que derrière la figure fort sympathique de Mickey se cache en fait la continuation d'un ménestrel, en fait, de la culture des ménestrels, puisque Mickey lui-même, au fond,
est le représentant d'un corps pulsionnel. Pourquoi? Parce qu'il a les oreilles énormes, il a la bouche énorme, il a les gants que portaient aussi les petits ménestrels. Et donc, Mickey Mouse, au fond, n'est pas tant une souris qu'une figure de ménestrel noir pour enfants, qui vient incarner ce corps de jouissance. C'est ce fantasme du corps pulsionnel qui est encore partout présent et qui irrigue notre culture. Et qui, au fond, colonise encore notre imaginaire. Et qui, au fond, vient constituer les préjugés de notre enfance. Et au fond, ce qui est le plus vicieux dans tout ça pour George, c'est que ce fantasme fait retour à l'intérieur même de nos représentations de manière erratique, dans la mesure où ce fantasme du corps pulsionnel qui est héritier, au fond, de cette espèce d'excès qui a été mis en scène tout au long de l'histoire, n'a pas fait l'objet d'une inscription symbolique claire. Il représente de ce fait une éruption de jouissance, hors sens, une jouissance faisant trou dans ce symbolique, ou en tous les cas qui est toujours représentée à la marge ou sous forme parodique dans les cultures populaires. Et c'est ce que Sheldon George va appeler au fond le biais inconscient de la jouissance, où il nous dit qu'au fond c'est ce fantasme de la race comme mode de jouir qui structure au fond notre monde symbolique par-delà toute mise en ordre historique consciente, comme un réel hors-sens venant sans cesse faire retour dans notre présent, dans la mesure exacte où le réel représente justement, parce qu'il ne fait pas encore l'objet au fond d'une vraie symbolisation reconnue par l'ordre symbolique, ce qui vient toujours faire retour à la même place. Donc là, ça serait la jouissance au fond de la race masculine, où le petit enfant ne sait même pas qu'il rejoue cette jouissance du père en se remettant de la mousse à raser. Mais avant, c'était les enfants qui rejouaient la jouissance, au fond, déjà moqués par les Irlandais, de ce corps pulsionnel noir qui semblait avoir plus d'accès à la jouissance, etc. Et où donc on se refile des modes de jouir sans même en être conscient, en fait. Et ces modes de jouir en sourdine structurent une grande part de nos structures sociales. Alors, quatrième partie, donc on va voir en fait en quoi ces modes de jouir qui structurent à notre insu les structures sociales au fond, continuent à avoir une telle prévalence aujourd'hui, et comment ils organisent une forme de guerre totale des modes de jouir, au fond. Et c'est ce qu'on voit, en fait, avec ces formes de ségrégation qui apparaissent aujourd'hui. Alors, donc, au fond, pour Sheldon George, la raison pour laquelle la notion de race continue aujourd'hui encore à avoir une telle importance, qu'est-ce qui continue à se répéter là-dessous? Eh bien, donc, c'est effectivement ces fixations des modes de jouissance encore largement non analysées. Et donc, fixations qui elles-mêmes se répètent et se transmettent à travers les âges, dans des réseaux de signifiants, et qui encodent le traumatisme initial de cette psyché et ce combat pour obtention de la satisfaction. Ok, bon, on peut avancer un peu, de toute façon, Alors, ce qu'il y a d'intéressant aujourd'hui, c'est que, bien évidemment, on pourrait dire que nos modes de jouissance et le mode de transmission de ces modes de jouissance est entré en crise. Dans la mesure où beaucoup de groupes racisés ou subalternisés ont réussi, grâce au concept de race et aux politiques d'émancipation qu'il a permis de mettre en place, au fond, de revendiquer un droit au sein du symbolique et, au fond, de pouvoir faire une place à leur mode de jouir, sans que celui-ci soit forclos ou alors moqué ou alors repris sous la forme d'une énamoration ou d'une jalouissance. Mais cet accès à l'objet que permet le concept de race, pour, par exemple, Jordan Davis, suscite aussi en retour une levée de boucliers, aujourd'hui, des anciens groupes dominants blancs, comme on le voit avec Michael Dunn, qui se voient à leur tour soudainement menacés d'être subalternisés, c'est-à-dire privés de leur accès à l'objet. Autrement dit, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est, pourrait-on dire, à une guerre des modes de jouir, dont l'enjeu principal est la redéfinition possible de la manière dont le symbolique organise pour chacun son accès à l'objet. Alors, comme on va le voir, au fond, ce qu'il y a de tragique
et au fond un peu presque de dérisoire dans cette guerre des modes de jouir d'un point de vue lacanien ou de la psychanalyse lacanienne, c'est que fondamentalement, personne, en fait, n'a jamais eu véritablement accès à l'objet. Hein. Puisque l'objet, fondamentalement, tout le monde en manque, et l'objet est toujours déjà perdu. Donc, encore une fois, on n'aura accès à l'objet que d'un point de vue fantasmatique. Et c'est même, d'un point de vue lacanien, ce qui est terrible, c'est que c'est dans la mesure même, au fond, où on ne lâche pas sur l'idée de pouvoir avoir accès à l'objet, qu'on se prive de la seule chose nécessaire, c'est-à-dire de la possibilité de pouvoir assumer son manque, hein, qui est la condition même de l'être parlant, c'est-à-dire notre condition de vivant liée à la parole et à un système symbolique donné. Et c'est Lacan, dans son séminaire 7, l'éthique de la psychanalyse, qui parle à ce propos de la notion à l'époque antique d'athée, A-T-E, qui, par la forme de deux grandes barrières qui étaient la barrière du beau et la barrière du bien, nous empêchait d'atteindre à l'objet. Au fond, c'était une mise en garde de dire n'allez pas tenter de retrouver cette chose qui, soi-disant, pourrait vous combler, parce que, en fait, cette chose, on ne l'atteint qu'à se ruiner soi-même. Hein. On ne l'atteint que dans une disparition de sa propre subjectivité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est tout simplement l'idée que, quand on va au bout de sa jouissance, la seule chose que l'on rencontre, effectivement, c'est la mort. Hein. C'est ce que Georges Bataille appelait, au fond, l'érotisme, c'est l'affirmation de la vie jusque dans la mort. Eh bien, de la même manière, par exemple, quand Antigone, au fond, veut défendre l'honneur de son frère et qu'elle est prête à payer tout le prix pour ça, elle est prête à se laisser enfermer vivante. Alors, c'est au nom de son désir, mais en même temps, son désir va jusqu'à la mort. Hein. Et qu'un des paradoxes, au fond, d'avoir accès à l'objet en psychanalyse, c'est que cet accès à l'objet implique aussi une disparition du sujet. C'est-à-dire qu'au moment où on accède à l'objet, le sujet disparaît. Hein. C'est-à-dire qu'on est absorbé dans une jouissance trop forte, quoi. Et au fond, pour Sheldon George, pour Sheldon George, ce qui faisait, en fait, ce qui a fait fonction de cet athée dans l'histoire moderne, ça a été l'histoire de l'esclavage. Pourquoi? Parce qu'en même temps, l'histoire de l'esclavage, au fond, a représenté à la fois, on a transposé sur les corps racisés cette jouissance qui ne devait pas être accessible, et qui est cette jouissance autre que le système symbolique blanc ne s'autorisait pas. Donc on l'a comme rejeté sur l'autre, et en même temps, le système symbolique ouvrait une possibilité limitée de transgression pour avoir un accès ponctuel à cette jouissance sous la forme du viol systématique des femmes esclaves, de la fétichisation du corps. Donc c'est-à-dire qu'à la fois, on rejette sur l'autre la jouissance dont on ne veut pas, cette jouissance mauvaise au fond qui nous détruirait, et en même temps, on cadre son accès ponctuel par des transgressions, en mettant en place un système symbolique qui les tolère pour certaines populations blanches. On pourrait dire à l'intérieur, soit des colonies ou des plantations, etc., où certains comportements absolument inadmissibles du point de vue de la société blanche étaient tolérés comme transgression à l'intérieur de ces espaces quasiment de non-droit, mais de non-droit organisés par le droit, quoi. Hein. J'en ai bientôt fini. C'est ce qu'on pourrait appeler, voilà, la race et la chose. Alors, relativement à cette dissolution de cette barrière de l'athée, donc bah oui, c'est ce que je viens de vous expliquer là sur la race qui est venue faire fonction de cette chose, et en même temps qui est en train de bouger, puisque au fond, là où un système symbolique blanc organisait comme ça ce rapport à la jouissance autre avec ces espaces de transgression, eh bien, est en train de se déplacer, ou en tous les cas, fort heureusement, de se réformer. Et donc je pense que c'est à cause de ça, globalement, que beaucoup de populations blanches se sentent en danger
et qu'il y a une résurgence très forte des mouvements de populisme, d'antisémitisme, de xénophobie à l'intérieur de l'espace européen ou à l'intérieur de l'espace américain, et qu'on peut voir des personnalités comme Trump remporter des élections, ou qu'on peut voir des personnalités comme celle d'Éric Zemmour ou d'autres en France recevoir en fait une forte audience. Pourquoi ? Parce qu'ils parlent de ça. Et quand Éric Zemmour parle par exemple du concept de grand remplacement, il est bien clair qu'il parle d'un mode de jouissance. La jouissance à la française est menacée de disparaître. Au fond, c'est ça qu'il nous dit. C'est sur ce genre de choses, je pense, qu'il vient gratter son électorat. Voilà, alors que je puisse... Alors après, une autre idée un peu importante, oui, je vais un peu survoler plus rapidement les derniers points, mais une chose que souligne Sheldon George, et je pense qu'il serait à creuser, c'est au fond l'idée que les populations qui ont subi l'esclavage ou qui ont été racialisées au cours de l'histoire, comme elles n'ont pas pu bénéficier au fond du soutien d'un système symbolique qui les encourageait à trouver une jouissance fantasmatique qui pouvait répondre à leur manque, ils ont dû développer des stratégies pour vivre avec le manque. Donc des stratégies beaucoup plus saines, au fond, pour vivre avec cette structure subjective qui manque. Et donc que toutes les formes de culture développées par ces populations, au fond, seraient à réinvestir de ce point de vue-là, c'est-à-dire l'histoire du blues, l'histoire du jazz, l'histoire du nécro-spiritual, par exemple pour les populations afro-américaines, serait intéressante à repenser à partir de cette idée de pouvoir penser un sujet qui, au fond, assume son manque et invente des suppléances qui lui permettent de vivre sans avoir à se fictionner un autre fantasmatique qui puisse satisfaire ses pulsions, quoi. Voilà. Donc là, de la même manière, on pourrait revisiter donc le rapport effectivement des populations afro-américaines à la spiritualité, à la religion chrétienne, à la religion musulmane, comme des formes de suppléance pour vivre avec le manque. Et puis peut-être je terminerai là-dessus pour qu'on ait un petit peu de temps pour discuter sur donc ce roman de Ralph Ellison qu'étudie donc Sheldon George dans son ouvrage. Alors pourquoi c'est intéressant pour Sheldon George cet ouvrage ? Donc peut-être un petit point, donc Ralph Ellison est un des plus grands écrivains africains américains qui est né dans les années 20 et qui au fond va produire ce roman The Invisible Man qui est vraiment un chef-d'œuvre et qui va marquer toute la littérature afro-américaine et que Sheldon George considère au fond comme une réécriture afro-américaine moderne de la pièce Hamlet de Shakespeare, dans la mesure où son héros, The Invisible Man, qui n'a d'ailleurs pas de nom, puisque le système symbolique dans lequel il vit, qui est celui des lois ségrégatives Jim Crow, l'invisibilise, eh bien, se retrouve au fond comme dans la position d'Hamlet, c'est-à-dire dans la position d'un fils illégitime, ou en tous les cas, d'un fils qui se retrouve dans une société dans laquelle il ne reconnaît pas le principe d'autorité ou le principe symbolique qui la gouverne. Puisque si vous vous souvenez dans Hamlet, c'est le beau-père de Hamlet qui vient prendre la place du père réel qui l'a tué, et où donc, en fait, Hamlet est appelé à vivre dans un pays, ou quelque chose de pourri dans le royaume du Danemark, il est appelé à vivre dans un pays dans lequel le système symbolique est incarné par un salaud, quoi. Un mec qui a tué son père et qui en plus couche avec sa mère. Donc, il ne peut pas accepter ce système symbolique-là, tout comme le peuple afro-américain qui vit aux États-Unis ne peut pas se reconnaître dans le système symbolique des lois ségrégatives. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y a effectivement un mouvement, et ça a été largement étudié dans la littérature des Critical Race Studies, une forme de mélancolie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne peut pas s'identifier au système symbolique, donc on est obligé de rester en marge, comme Hamlet qui est là vivant dans un entre-deux morts, en attendant que soit remis dans le bon ordre
le système symbolique. Hein. Et donc pour le peuple afro-américain, il est évident qu'ils attendent que le symbolique des États-Unis, disons, les reconnaisse enfin comme des sujets de plein droit pour pouvoir, au fond, s'engager dans une participation active à cette société ou à ce système symbolique. Et alors, dans Invisible Man, si vous voulez, Ralph Ellison met en place un héros qui, au départ, veut absolument s'intégrer, qui est brillant. Lui-même, Ralph Ellison a fait de la musique, a écrit des romans. Et puis, mais à chaque fois qu'il fait des efforts pour s'intégrer, et qu'il a toutes les capacités pour le faire, il se heurte à une fin de non-recevoir de la part du système symbolique. Et il finira, au fond, par s'enfermer dans une cave pour vivre tout seul et développer une forme de spiritualité qui, au fond, l'emmènera à vivre avec ce manque. Et puis à la fin du roman, il sortira, mais sans pour autant, et c'est là où c'est ambigu la fin, et où ça a fait débat dans les communautés d'activistes afro-américains, sans forcément retourner dans une forme d'activisme direct. Hein. Et c'est d'ailleurs ce qui finira par l'opposer ensuite... à Richard Wright, qui est un autre grand écrivain afro-américain, qui en plus a été celui qui l'a conduit à écrire, qui lui a fait écrire même ses premiers articles, etc., et qui considérera finalement que Ralph Ellison se positionne bien trop du côté de la littérature d'avant-garde, comme James Joyce ou Ernest Hemingway, et il revendiquera en fait une filiation vraiment de la littérature moderniste. Là où Richard Wright lui dira, mais en fait, tu trahis le combat pour l'affirmation de l'identité afro-américaine et en fait, tu nous fais un roman un peu élitiste qui perd de vue le combat pour l'identité raciale. Et pourtant, pour Sheldon George, il trouve que la position de Ralph Ellison est quand même profondément intéressante, précisément pour cette raison, entre guillemets, lacanienne, qui est que son héros n'est pas un héros qui, à travers sa quête identitaire, cherche, d'un certain point de vue, à refictionner un fantasme qui pourrait lui permettre de remplir son vide, mais qu'il cherche encore des formes de suppléance pour vivre avec son manque. Hein. C'est ce que je voulais vous montrer à la fin. Voilà. Hein, où, au fond, pour Sheldon George, ce qu'il faudrait faire, c'est effectivement à la fois s'extraire au fond d'un système symbolique pour les Africains-Américains qui continuent à les oppresser, mais en même temps ne pas non plus s'en extraire complètement, mais pour pouvoir on va dire, le modifier d'une manière créative en se faisant par eux-mêmes un nom, de la même manière que James Joyce s'est fait un nom et c'est lui qui l'a dit concernant l'ambition qu'il avait par rapport à l'Irlande, qui a toujours été un pays dominé par l'Angleterre. Il voulait, par sa littérature, créer la conscience incréée de sa race. Je trouve ça intéressant de le mettre comme ça en écho avec Ralph Ellison, qui voulait créer cette conscience incréée peut-être de cette race afro-américaine, sans que cette race se clôture dans une identité politique activiste, mais qui ouvre au fond aux Afro-Américains une possibilité de réinventer ce contenu au cas par cas, et de manière en fait à ce que, si vous voulez, le concept de race soit un instrument, un levier politique pour eux, mais qui n'écrase pas la dimension singulière de leur subjectivité, au fond, parce que c'est là en fait que se joue la tension dans le concept de race, qui est que oui, on peut se le réapproprier pour un combat politique qui est absolument fondamental dans le travail qui reste à faire pour changer les structures symboliques qui continuent à discriminer, à être oppressives, mais par contre, il ne peut pas être une fin en soi, dans la mesure où est contenue en lui la tentation de remettre en place un fantasme qui viendrait boucher le trou du manque, au lieu de, on va dire, faire participer tous les êtres parlants, quelle que soit leur race, à la quête de faire vivre pour tous le trou du manque, c'est-à-dire pour que tout le monde puisse respirer et vivre sa vie comme il l'entend, quoi. Voilà, j'en ai fini pour ce soir.